Donc, bonsoir à tous, bienvenue à cette conférence sur le stress, l'insomnie et le poids corporel. Vous allez voir, je vais donner beaucoup d'explications d'un point de vue biologique sur les impacts, entre autres, du stress chronique, ce qu'on a beaucoup vécu, en fait, depuis le début de la pandémie, les impacts au niveau de la santé, mais aussi des trucs sur comment faire, donc, pour mieux faire face à la situation, mieux gérer notre stress, améliorer justement notre sommeil aussi, et même les liens avec la question du poids corporel. Donc, vous allez tout voir ça ce soir. Fait que sans plus attendre, je vais vous partager mon écran pour me permettre d'utiliser donc la conférence de ce soir. Donc voici, donc, euh, donc bonsoir tout le monde, tel que je l'ai mentionné. Donc stress chronique, insomnie et poids corporel. Bienvenue à tous. Donc je suis Éric Simard, je suis docteur en biologie. Je vais justement prendre peut-être une petite minute pour me présenter. Je suis donc docteur en biologie, chercheur dans le domaine du vieillissement, la longévité cellulaire. Je suis l'auteur de 4 livres avec 11 autres professionnels de la santé. Je suis président de l'Association professionnelle pour la santé intégrative. J'ai été président du comité consultatif du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, le Bureau du Québec, donc le CRSNG Québec, pendant plus de 10 ans. Je suis membre nommé de la Commission d'éthique en sciences et technologies du Conseil des ministres et je suis le président de la compagnie Eden Technologies qui commercialise les produits Vitali. Donc, ce soir, au cours de la présentation, je vais vous parler des rôles biologiques du stress parce que le fait de bien comprendre à quoi ça sert, comment ça fonctionne, ça nous donne des éléments de motivation de plus, en fait, pour intervenir, bien comprendre, se souvenir aussi du rôle des différents trucs, les différents moyens qu'on peut avoir pour mieux vivre le stress. Donc, le stress, on va passer en revue donc, le stress chronique, les effets sur le corps humain. Vous allez voir, il y a plusieurs systèmes au niveau du fonctionnement du corps humain qui sont affectés par le stress chronique. Je vais vous parler brièvement du cas des centenaires parce que ça amène une réflexion sur la façon dont on gère le stress et l'importance qu'on y met dans notre vie de tous les jours. Et je vais terminer avec des recommandations très précises, des trucs à mettre en application donc pour vous aider. Donc, les livres que vous voyez, donc c'est 3 des livres, le premier, le deuxième et le quatrième. Le troisième est un peu différent, c'est pas le même, c'est pas tout à fait le même volume, là. C'est des livres de référence qui ont beaucoup de contenu, donc si ça vous intéresse, ils sont disponibles via mon site internet à esimard.com ou le site internet de Vitali à vitali.ca. Donc, commençons avec les rôles biologiques du stress. Le stress, c'est naturel, c'est un processus physiologique. Tout le monde en fait du stress, hein? C'est nécessaire à la survie, mais c'est ressenti de façon unique pour chaque personne. En fait, le stress, c'est quelque chose de très personnel qui dépend beaucoup de la façon dont nous voyons les choses. Malheureusement, cependant, c'est un état d'alerte. Le stress est une réponse physiologique qui existe pour nous permettre de soit combattre ou soit fuir. Donc, l'image de l'ours, en fait, réfère entre autres à l'homme des cavernes, si vous voulez, qui devait faire face à l'occasion, justement, à des menaces dans lesquelles il pouvait carrément, en fait, en mourir, se faire attaquer par un ours des cavernes. D'un, en fait, la personne allait avoir une réaction de mobilisation d'énergie, d'adrénaline, parce que soit il allait avoir à combattre l'ours en question, ou soit il allait avoir à fuir. C'est un ou c'est l'autre. Et d'un autre côté, vous allez voir, en fait, le stress a des impacts au niveau de la mémoire, parce que c'est extrêmement important que dans une situation comme celle-là, la mémoire soit imprégnée de l'événement pour qu'on s'en souvienne. Parce que si on survit à l'événement, il ne faut sûrement pas retourner au même endroit. Donc, les rôles en tant que tels biologiques du stress, on détermine qu'une situation est dangereuse. Et là, je l'ai mis en rouge en caractère gras parce que c'est réellement une réaction personnelle. On détermine nous-mêmes qu'une situation est dangereuse. Et la raison pour laquelle j'insiste, c'est que si on le détermine nous-mêmes, ça veut dire aussi qu'on peut décider nous-mêmes de déterminer que c'est moins épeurant que ça l'est ou que c'est moins important pour nous que ça devrait l'être. Puis c'est là qu'on se rend compte, en fait, des fois qu'il y a des situations de la vie qui nous stressent, qui pourtant sont pas si importantes que ça. Et que c'est nous qui y mettons un niveau d'intensité ou qui y mettons autant que nous l'interprétons avec autant d'impact qui crée la situation, qui crée le stress, qui crée un fardeau, un poids sur nos épaules.
Donc, ça va nous amener à mobiliser de l'énergie, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Ça va augmenter le rythme, la force des battements cardiaques pour justement nous permettre d'avoir la capacité de battre ou de fuir, de se battre ou de fuir. Et ça va nous amener à produire de l'adrénaline pour accélérer nos actions, nos décisions. Et c'est un état d'alerte qui va, bien sûr, causer aussi des problèmes de sommeil. Et là, le lien, ça va de soi, je ne vous apprendrai rien ce soir en vous disant que le lien entre le stress et le sommeil est extrêmement important. Un ne va pas sans l'autre habituellement. Et le sommeil, lui, va servir à réparer, entre autres, l'organisme en tant que tel. C'est beaucoup durant la nuit qu'on va réparer tous les processus cellulaires, etc., au niveau de notre organisme, qu'on va redémarrer le cycle circadien. Pour ceux et celles que ça ne dit pas grand-chose, le cycle circadien, c'est le cycle biologique sur une période de 24 heures qui va réguler la faim, en fait, la faim, l'appétit, entre autres, la température corporelle, tous les processus hormonaux, en fait, sont attachés au cycle de 24 heures qu'on vit dans une journée. Donc, vous pouvez vous imaginer, quand le cycle est bouleversé, parce qu'on a des problèmes de sommeil, il y a beaucoup de choses qui vont pas bien. Autant au niveau de l'humeur, de la production, justement, hormonale, que même au niveau de la température corporelle, du métabolisme, les hormones. Donc, vous allez voir tout à l'heure, on va y revenir, justement, je vais en reparler. Ça va nous permettre aussi de rétablir les équilibres en neurotransmetteurs. Pourquoi j'en parle? C'est extrêmement important, ça. C'est que le cerveau est une machine très, très chimique, dans laquelle on va utiliser des neurotransmetteurs pour différentes raisons, dont, entre autres, la gestion des émotions, l'apprentissage, la coordination des mouvements, les gestes. Donc, il y a différents types de neurotransmetteurs qui vont être utilisés, et ça finit par s'épuiser. Et ça génère justement de la fatigue. Et pour rétablir les niveaux, rétablir tous les équilibres, on a besoin de dormir. Et un dernier point intéressant, imprégner la mémoire. Vous allez voir, on va y revenir. Autant que le stress a un impact sur la mémoire, que le sommeil est nécessaire aussi à l'apprentissage, à imprégner la mémoire. Donc, vous allez voir pourquoi on va y revenir tout à l'heure, parce qu'il y a une solution là, pour améliorer le sommeil, entre autres. Donc, les problèmes de sommeil sont bien sûr reliés à tout un paquet de problèmes de santé. Ici, j'ai mis juste les plus importants, le poids corporel, la prise de poids. Je vais y revenir tantôt, je vais vous expliquer pourquoi, en tant que tel, on prend plus de poids quand on dort mal. La dépression, le mauvais fonctionnement du système immunitaire, malheureusement, et les problèmes de stress et anxiété. Donc, autrement dit, les problèmes de stress et d'anxiété causent un problème de sommeil qui, lui, va augmenter l'anxiété pendant la journée. Donc, c'est une réalité. Donc, un ne va pas sans l'autre, en fait. Il faut toujours, je considère toujours qu'on doit les approcher ensemble, en fait, les deux facettes, puis même toujours essayer de traiter le sommeil en premier. Donc, maintenant, le stress chronique et ses effets sur le corps humain. Qu'est-ce que c'est que le stress chronique? Donc là, je viens de vous parler du stress dans une situation particulière qui est plus, en fait, du stress ponctuel, du stress pointu, du stress, on a un défi, on fait pas, normalement, c'est pas normal de faire face à un ours des cavernes à tous les jours. Qu'est-ce qui se passe si c'est le cas? Qu'est-ce qui se passe si on est toujours stressé? Le stress chronique, donc, découle d'une exposition prolongée, répétée à des situations qui nous font sécréter les hormones de stress. Donc, le cortisol, entre autres, la cortisone. Les hormones, ces hormones-là ont des rôles très spécifiques et bénéfiques à jouer. Mais la surproduction va mener à l'épuisement de leur production, puis ils ont beaucoup de rôles à jouer, d'autres types de rôles à jouer d'un point de vue physiologique. Entre autres, je vous le dis, la production de cortisol est reliée avec le réveil le matin, est reliée aussi à la gestion de l'appétit, les cycles de gestion de l'appétit durant la journée. Donc, il y a un cycle qui est attaché au cycle circadien qui va réguler un paquet de choses. Donc, quand c'est tout dérégulé, parce que justement, on a un épuisement de la production par les surrénales, ça va générer tout un paquet de problématiques au niveau de la santé, dont, entre autres, aussi l'affaiblissement du système immunitaire, une baisse d'efficacité de plusieurs des systèmes. Qu'est-ce qui se passe au juste? Ici, juste pour vous donner quelques explications, là. Donc, on va avoir avant tout ce qu'on appelle un stresseur, un événement stressant qui va susciter la production de CRH, qui est une hormone qui va, suite en passant par l'hypophyse, donc c'est une hormone activatrice, si vous voulez, qui va permettre à l'hypophyse, elle, de produire le messager, qui on appelle la CTH, c'est en anglais, qui, lui, va aller jusqu'au surrénal. Et c'est les glandes surrénales, donc c'est des petites glandes qu'on retrouve au-dessus des reins.
qui vont produire les hormones de stress. Donc, d'un côté, le contour de la glande en tant que tel, qu'on appelle le cortex, va produire le cortisol, le corticostérone, et tandis que la médusa, le milieu, en tant que tel, va produire ce qu'on appelle les catécholamines, qui sont l'adrénaline et la noradrénaline, qui, eux autres, ont un impact à jouer dans la vitesse de réaction, de prise de décision, d'action en tant que tel. Et ceci, en fait, va agir sur plusieurs systèmes d'un point de vue cognitif. C'est une espèce de système de rétroaction où là, ça va nous amener des impacts dans le traitement de l'information, la prise de décision, la mémoire. Je vous en ai parlé tout à l'heure de la mémoire. C'est bien important parce que techniquement, si on vit une situation de stress extrêmement intense, on va imprégner la mémoire de la situation en question parce qu'il faut s'en rappeler, c'est quelque chose qu'on a déterminé qui était très dangereux pour nous autres. Plus on détermine que c'est dangereux pour nous, plus ça va imprégner la mémoire. D'un côté, il faut comprendre que c'est les deux côtés de la médaille. C'est qu'on va imprégner la mémoire que l'événement est dangereux, puis en même temps, on va causer des trous de mémoire de l'autre côté parce qu'on a rendu disponible une capacité d'apprentissage, si vous voulez. On a libéré une quantité pour la rendre disponible pour la situation de stress. Fait que ça peut créer justement des maux de mémoire, des problèmes de mémoire aussi, justement. On peut oublier des choses dues au stress. Et la gestion des émotions, ça va de soi, en fait. Hein? Ça va de soi que le stress a un gros rôle à jouer sur notre capacité à bien gérer nos émotions, ce qu'on appelle souvent l'intelligence émotionnelle. Donc, 10 signes des stress chroniques qui nous amènent à réfléchir un peu plus à qu'est-ce qu'on vit. La fatigue permanente, c'est probablement une des plus importantes. Les problèmes de concentration, les troubles de l'humeur, les pertes de mémoire, je viens d'en parler, les troubles digestifs, la migraine, le manque d'appétit, la prise de poids. Ici, c'est drôle, c'est que vous allez dire que les deux ne vont pas ensemble, mais ça dépend beaucoup des gens. C'est qu'il y en a chez qui, en fait, que le stress va causer des manques d'appétit, mais ils vont compenser, en fait, avec plein de choses au niveau de l'alimentation, euh, suite à, justement, euh, un sentiment de récompense qui va les amener à grignoter, à mal manger quand c'est pas le temps, mais qui va amener une prise de poids. Vous allez voir, je vais y revenir tout à l'heure, je vais expliquer les processus derrière. Bien sûr aussi la dépression, le manque d'intérêt. En fait, le stress chronique prolongé est responsable de l'augmentation des cas de dépression qu'on a actuellement. Et c'est très bien documenté. Depuis le début de la pandémie, il y a eu une augmentation des cas de dépression chez tous les groupes d'âge au niveau de la population. Donc, tout le monde est affecté par la situation actuelle. Ça va amener aussi un mauvais fonctionnement du système immunitaire. Je vais vous en parler en détail aussi. Donc, parlant de détails, justement, ici, vous avez une image que j'ai traduite moi-même pour un de mes livres dans lesquels je parle de l'impact du stress sur le vieillissement, entre autres sur les processus de vieillissement. Ça a été publié en 2012, hein, adapté de Hassan. Donc, l'image était en anglais, j'ai traduit en français. Donc, le stress physiologique, psychologique, va amener de la production de glucocorticoïdes, donc qui sont les hormones de stress, qui va amener une réponse physiologique des différents organes. Donc, différentes parties du corps humain vont répondre de différentes façons à l'augmentation de la production des glucocorticoïdes. Au niveau du système nerveux, vous allez avoir une baisse de la production des connexions des neurones. Donc, c'est ce qu'on appelle la plasticité neuronale. C'est ce qui a un gros rôle à jouer, entre autres, dans les processus d'apprentissage. Donc, quand on est stressé, malheureusement, on n'apprend pas bien. On a de la difficulté à retenir les choses, outre ce qui a causé le stress. Donc, ça va baisser la plasticité du cerveau, ce qui est responsable de la mémoire, donc la capacité d'apprentissage, les habiletés cognitives, puis ça va augmenter les risques de dépression, malheureusement, entre autres dû à de l'épuisement. Donc, c'est fatigant d'être stressé, si on veut, d'un point de vue cognitif. Au niveau du système immunitaire, on va avoir une baisse de la réponse immunitaire, une baisse de la première ligne de défense, puis une baisse de la production d'anticorps. Écoutez, vous avez deux façons que le système immunitaire va répondre. Vous avez la première ligne de défense, qui est la ligne de défense innée du système immunitaire, ou la ligne de défense acquise, qui est la production d'anticorps. Autrement dit, les deux lignes de défense du système immunitaire vont baisser, être affectées par le stress. Et ça, on connaît beaucoup de gens qui, durant leur vie, sont tombés malades suite au fait qu'ils étaient soit très fatigués ou qui étaient très, très stressés. Là, ils ont attrapé la grippe, puis ils ont été très malades durant 2 semaines de temps. Ben, c'est dû à ça, en fait. C'est dû à la baisse d'efficacité du système immunitaire qui est affecté par le stress chronique, par le stress, tout simplement. Ça fait que ça va augmenter, donc, les risques d'infection. Au niveau musculaire, on voit aussi un impact sur la baisse de la masse musculaire, la baisse de la force musculaire en tant que telle, de la motricité. Donc, ça va augmenter aussi la fragilité des muscles. Ça, c'est beaucoup plus important dans un contexte, justement, de vieillissement chez les gens qui sont dans un âge plus avancé.
Le système osseux, même type de problématique, c'est qu'on a une baisse de la masse osseuse. Fait que ça va augmenter la fragilité des os, les risques de fracture et bien sûr donc les problématiques reliées à l'ostéoporose. Plus la question de la prise de poids. C'est qu'ici, il manque un élément physiologique important qui est tout l'impact biologique, métabolique, qui va amener une prise de poids reliée justement au stress physiologique. Et je vais vous l'expliquer en détail, vous allez voir, c'est très, très intéressant. L'impact du stress sur le poids met entre autres en relation la problématique du sommeil et le métabolisme. Donc, je vais les passer un à un, vous allez voir en fait le lien entre les différentes facettes. Le stress chronique va causer des problèmes de sommeil, et on sait déjà qu'une seule mauvaise nuit de sommeil modifie déjà le métabolisme. Quand on parle de modifier le métabolisme, c'est que ça va baisser son efficacité, ce qui va faire en sorte qu'on va avoir tendance à prendre du poids, malheureusement. Juste une mauvaise nuit de sommeil. On sait maintenant que juste une déjà a un impact au niveau du métabolisme. Fait qu'imaginez-vous, si ça fait 10 ans que vous avez des mauvaises nuits de sommeil, ben, votre métabolisme, malheureusement, va favoriser la prise de poids. Et ici, il y a un élément intéressant à comprendre, c'est que le stress chronique va mobiliser une grande quantité d'énergie pour soit vous permettre de vous battre ou de vous sauver. Je l'ai mentionné au début, c'est soit on va combattre ou soit on va fuir. Si on ne fait ni un ni l'autre, la quantité d'énergie qui a été mobilisée, elle va être stockée tout simplement. Donc, si vous voulez faire simple, tout simplement, c'est qu'on va prendre du poids. Parce qu'on a mobilisé une grande quantité d'énergie et on ne s'en sert pas. Donc, vous allez voir tout à l'heure, en fait, qu'un des trucs bien efficaces pour réduire les impacts du stress chronique, du stress même aigu, c'est l'activité physique intense parce qu'on va dépenser la quantité d'énergie qui est mobilisée, comme si on avait fui, en fait, l'événement stressant. Donc, soit on réussit à se convaincre que l'événement est moins stressant qu'il n'y paraît pour nous, et ça va baisser le stress qui est ressenti, ou soit on dépense aussi l'énergie qui a été mobilisée. Donc, pour revenir ici à la question du poids corporel, il y a deux autres processus importants qui sont impliqués, qui d'un côté est l'efficacité des mitochondries. Le stress chronique, les hormones reliées au stress vont baisser la capacité de nos usines énergétiques à produire de l'énergie. Donc, vous allez dire, ah oui, eh bien oui, en fait, c'est que si vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire, dans le fond, c'est que le fait d'être stressé va faire en sorte que vous allez mal dormir et que vous allez être fatigué le lendemain parce que vous avez mal dormi, mais en plus, vous allez être fatigué le lendemain parce que vous avez une moins grande capacité à produire de l'énergie, parce que ça a modifié votre métabolisme, et en même temps, ça a réduit la capacité des mitochondries de produire de l'énergie. Donc, vos usines énergétiques, en fait, de chacune de vos cellules sont moins efficaces, ce qui va favoriser encore là la prise de poids, parce que vous n'allez pas brûler les calories, l'énergie que vous avez consommée. Et d'un autre côté, le lien avec l'appétit. Le cortisol, en fait, l'hormone de stress, va augmenter la production de gréline. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, les hormones de stress sont reliées au cycle circadien, qui est relié aussi à la fréquence de l'alimentation et à l'appétit. La gréline est l'hormone qui va générer l'appétit en tant que tel. Donc, l'augmentation de la production du cortisol va augmenter l'appétit, ce qui va vous amener à avoir une prise alimentaire soit plus fréquente, ou soit des moments où normalement vous n'auriez pas mangé, qui va aussi augmenter donc la prise alimentaire et la prise de poids. Mais il y a un autre élément qui est attaché à la gréline qui est intéressant, je l'ai mentionné rapidement tout à l'heure, c'est la question de la récompense. C'est que la gréline envoie un signal de récompense aussi au niveau du cerveau, dans le centre de la récompense, qui va vous amener en fait un sentiment de bien-être après avoir mangé dans une situation de stress. Vous allez vous récompenser et ça va augmenter en fait votre appétit pour des besoins que vous n'auriez pas habituellement. Donc ça va vous faire manger plus tout simplement. Dû au centre de récompense, puis c'est réel, en fait. C'est pas une question de personnalité, c'est pas une question de la façon dont on a été élevé, c'est biologique, tout simplement. C'est qu'il y a un mécanisme au niveau du cerveau qui attache, en fait, notre appétit au centre de la récompense, puis c'est simple de comprendre pourquoi, en fait, le cerveau est fait de cette façon-là. C'est que, d'un point de vue évolutif, quelqu'un qui était déprimé, il fallait s'assurer, en fait, qu'il n'allait pas arrêter de manger. Sinon, ben en fait, dans l'évolution, si ça existait, il est mort, il a disparu tout simplement. Et il ne s'est pas reproduit, il a arrêté tout simplement de subsister. Donc, pour perdurer, il fallait mettre en place des mécanismes qui faisaient en sorte que si on perdait de l'intérêt, qu'on était dépressif, qu'on perdait de l'intérêt envers la vie, au moins on va continuer à manger, à s'alimenter, puis on va rester vivant. Et c'est la raison pour laquelle le centre de récompense existe et il est relié justement à la gréline et à l'appétit.
C'est pour s'assurer, en fait, que même si ça va mal, même si on est dépressif, même si on est extrêmement stressé, on va quand même avoir faim, on va quand même avoir envie de s'alimenter. Puis là, il faut comprendre que durant l'évolution humaine, l'alimentation, c'est un défi de chaque jour. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Donc, étant donné qu'on est dans l'abondance, ça amène une autre problématique, c'est qu'on a une grande facilité à se récompenser. On a une grande accessibilité à la nourriture, ça fait que ça va nous faire prendre du poids, malheureusement. Ceci étant dit, la problématique de l'effet des hormones sur le corps humain, parce que vous comprenez qu'en fait, le, les hormones de stress vont débalancer tout un paquet d'hormones dans le corps humain, vont débalancer un paquet de fonctionnements, un paquet de choses, autant au niveau donc du métabolisme, du fonctionnement. Et si on essayait d'imager ce que peut être peut-être la gestion des hormones dans le corps humain, probablement que ça ressemblerait à quelque chose comme ceci. C'est une relation extrêmement complexe avec une grande quantité de processus qui sont tous en interrelation. Entre autres, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les hormones de stress sont reliées au cycle circadien, qui lui va gérer le métabolisme, la température corporelle, justement la production des autres hormones en tant que telles, la qualité de votre sommeil, le fonctionnement du système immunitaire. Donc, c'est juste pour vous donner une idée, de garder à l'esprit, en fait, là, que c'est extrêmement complexe comme mode de fonctionnement et que quand on débalance le tout par le stress, on va causer une multitude de problématiques. Maintenant, les centenaires. Et là, vous allez voir, c'est super intéressant parce que de façon très générale, en fait, les centenaires sont beaucoup moins stressés. Pour pas dire tout simplement que c'est des gens qui ne sont pas stressés, tout simplement. Puis il y a des raisons à ça, en fait, qui sont beaucoup attachées à leur personnalité. Donc, c'est un peu plus que je vais vous parler, en fait, dans cette troisième partie, le lien avec les centenaires et le stress. C'est sûr que l'étude des centenaires, ça ne date pas d'hier, hein. Les populations centenaires de par le monde, on les définit par des populations qui ont jusqu'à 10 fois, on dit entre 4 et 10 fois, là, plus de chances d'atteindre 100 ans que la moyenne nord-américaine. Donc, c'est des populations qui ont beaucoup plus de centenaires que ce qu'on va voir en Amérique du Nord, entre autres, et pour lesquelles l'incidence des maladies cardiovasculaires, du cancer, mais aussi de l'Alzheimer en passant, est nettement inférieure à ce que l'on a ailleurs dans le monde. Donc, c'est des gens qui vieillissent beaucoup mieux et qui ont beaucoup été étudiés, entre autres, par, entre autres, un journaliste du National Geographic là, qui a catégorisé, en fait, ces différentes régions du monde de Blue Zone. Il y en a d'autres, en fait, des régions des centenaires, mais c'est probablement ces régions-là qui sont les mieux documentées aujourd'hui. Et il y en a d'autres, entre autres, en Italie, là. Mais ceci dit, les 5 régions en question qui ont servi pour les Blue Zones, là, si vous êtes curieux de savoir, il y a la Sardaigne en Italie, il y a une région de la Grèce, donc l'île d'Icaria en Grèce. Il y a une région du Japon, donc ce que vous voyez à l'extrême droite, là, qui est la région d'Okinawa, en fait, au Japon. À l'extrême gauche, vers le bas, vous avez une région des montagnes du Costa Rica. Et un petit peu plus haut, vous avez la région de Loma Linda en Californie. Ce qui est particulier de la région de la Californie, c'est qu'elle, elle nous rappelle, parce que les autres, c'est toutes des régions qui sont isolées de par le monde. Pourquoi, en fait, en tant que tel, on a des très hauts niveaux de centenaires dans des régions éloignées? C'est tout simplement parce que ça a permis des cultures tissées serrées. Que la population adhère à la culture et la culture va demeurer, ce qui fait en fait que la culture bénéfique va avoir un effet très, très significatif au niveau de la population. Autrement dit, c'est pas parce qu'on en a pas au Québec. On en a probablement au Québec, justement, des gens qui ont ces profils-là. Puis je peux entre autres vous parler, en fait, de mon arrière-grand-mère, ça en est un cas. Des gens qui ont de ces profils-là, le même type de personnalité. C'est juste que, culturellement parlant, on n'a pas adopté tout le même genre d'habitude de vie, ça fait que leur importance va être moins élevée en pourcentage de la population. Mais la région de Californie, donc, nous rappelle que c'est possible, même dans des régions qui sont très bien développées, d'avoir justement une culture typique des gens des populations centenaires. Avant tout, dans la gestion du stress dans ces populations-là, ce qui est le plus important, c'est leur personnalité. Et là, la personnalité réfère à un état stable de caractéristiques cognitives, motivation, caractéristiques sociales, émotionnelles et comportementales. Je vais vous donner des exemples, vous allez comprendre en fait qu'est-ce que c'est, à quoi je veux en venir. En fait, avant tout, ce qui est intéressant de savoir, c'est que la génétique a un impact sur le type de personnalité de la personne. Et si vous regardez ici, c'est un classement d'éléments qui sont particulièrement importants pour les populations centenaires. Le neuroticisme, c'est le contraire d'être optimiste. Donc, c'est les gens qui ont tendance à être pessimistes, à être négatifs.
Et on sait qu'il y a 40, chez ces gens-là, il y a 43% de dépendance génétique. Autrement dit, on a des gens qui, génétiquement, ont tendance à être négatifs, malheureusement. Mais il faut comprendre, par exemple, que s'il y en a 43% de ceux qui sont négatifs, qui ont une incidence génétique, ça veut dire qu'il y en a 57%, un petit peu plus qu'à la moitié, qui, eux, ils l'ont appris tout simplement. Hein? Donc, ils ont développé le réflexe d'être négatif, ce qui est extrêmement mauvais en passant. Euh, le côté consciencieux, il y a aussi une dépendance génétique de 43%, puis le côté extraverti qui est extrêmement important, c'est la capacité, entre autres, à beaucoup s'exprimer et à exprimer nos émotions. Donc, il y a un impact de la génétique dans le développement de la personnalité, mais retenez, ce qui est le plus important, c'est que dans les populations centenaires, les gens centenaires, c'est des gens qui sont consciencieux, qui sont agréables, sont efficaces et sont faciles à vivre. Donc, c'est extrêmement important. Puis, bon, bonne nouvelle ici, il y a un élément intéressant, là, les chialeux vivent moins longtemps. Donc, les gens négatifs, en fait, vivent moins longtemps, de façon générale. Ils ont une attitude de vie positive. Le positivisme, l'optimisme est très important. C'est des gens qui ont le rire facile, ils sont ricaneurs. Donc, souvent, pour ceux et celles qui ont côtoyé des gens qui ont vécu très longtemps, c'est une caractéristique qu'on reconnaît beaucoup, beaucoup euh, aux gens centenaires. Et ils ont une grande capacité à exprimer leurs émotions, c'est extrêmement important. Dans un contexte de gestion du stress, la capacité à exprimer nos émotions va beaucoup réduire le poids qu'on se met sur les épaules, en fait, va souvent nous faire réaliser que le stress en question est peut-être moins important que l'importance qu'on a tendance à y donner nous-mêmes en dedans de notre tête. Donc, c'est important justement d'être capable de l'exprimer, l'exprimer librement et de l'exprimer avec un vocabulaire assez diversifié. Donc, ça aussi, ça peut faire partie des trucs pour bien vous aider à développer la personnalité centenaire, la personnalité qui va vous amener à vivre vieux et en santé, à vivre longtemps en santé. C'est entre autres d'être capable d'exprimer librement vos émotions sans les refouler. Pourquoi la personnalité est si importante? C'est qu'elle va faciliter aussi les relations de qualité et le fait d'être plus heureux dans la vie de tous les jours. Donc, le fait d'être fondamentalement positif va permettre aux gens des populations centenaires d'être plus heureux. Ça va faciliter la vie sociale de qualité, ça va de soi. Ça va réduire le stress, l'anxiété, puis ça va les garder en santé plus longtemps. Puis je vais vous donner un exemple de ça qui est fort intéressant tout à l'heure. Mais avant de vous donner l'exemple, il faut comprendre que ce type de personnalité-là, et ça, c'est une image que j'ai créée moi-même dans mon premier livre qui me suit, en fait, à travers les livres, c'est que j'ai regroupé l'ensemble de toutes les facettes. Dépendamment des auteurs, des scientifiques, souvent les facettes des traits de personnalité reliés aux saines habitudes de vie sont divisées jusqu'à genre 13 items différents ou 8 items différents. Moi, j'ai regroupé en 4 facteurs avec un facteur facilitant. Donc, les 4 facteurs en question, il y en a 3 qu'on connaît beaucoup, l'alimentation, l'activité physique, la gestion du stress et de l'anxiété. Le quatrième, qu'on ne parle pas nécessairement beaucoup, c'est la question de la qualité de la vie sociale, qui est probablement, en plus, le facteur le plus important. Mais le cinquième, que moi j'ai appelé un facteur facilitant, c'est l'attitude positive envers nous-mêmes et envers la vie. Et c'est ce que je vous parle, en fait, au niveau de la personnalité des gens centenaires. Ça va avoir un impact important sur les 4 autres. Parce que les gens qui sont positifs envers eux-mêmes et envers la vie, ça les amène à avoir une meilleure qualité de la vie sociale. Ce qui va les amener habituellement à être un peu plus actifs aussi, parce que ça va les faire sortir. Ça va les rendre un peu plus consciencieux, ce qui fait qu'habituellement, ils vont mieux s'alimenter. Et tout ceci va faire en sorte qu'ils vont avoir une meilleure capacité à gérer le stress et l'anxiété. Donc, c'est un élément extrêmement important de solution. Juste ici, une petite réflexion. C'est une étude que j'aime beaucoup présenter, que j'ai présentée aussi, je crois, dans la conférence de samedi cette semaine. C'est l'étude d'Harvard sur le bonheur, dans laquelle ils ont suivi pendant 75 ans 724 personnes qui ont questionné à tous les 2 ans leur famille, les résultats médicaux, les conjoints, dans le but, en fait, de déterminer qu'est-ce qui a le plus d'impact sur la vie humaine. Et c'est intéressant de noter que le premier facteur de bonheur qui a été identifié, c'est la vie sociale. Ça les a gardés plus heureux, plus en santé, plus longtemps. Donc, c'est un élément de longévité extrêmement important. Et c'est un élément qui a un très, très gros impact justement sur le stress. Donc, c'est un facteur concomitant. Donc, c'est la qualité des relations qui est la plus importante et ça va protéger aussi le cerveau. Donc, ça va nous permettre de garder des capacités cognitives, les meilleures capacités cognitives le plus longtemps possible. Et un élément bien intéressant, c'est une question personnelle de développer une bonne vie sociale, de développer aussi une personnalité, comme je vous l'ai mentionné, typique des gens centenaires. Donc, c'est un élément sur lequel vous pouvez travailler,
qui va vous aider justement dans la gestion du stress. C'est la solution, c'est la principale raison. Pourquoi je vous présente ça ce soir, c'est que c'est la principale raison pour laquelle les gens des populations centenaires ont une meilleure capacité à gérer le stress. C'est ça, en fait. C'est leur type de personnalité, puis c'est leur capacité justement à avoir une bonne vie sociale de qualité. Maintenant, les recommandations, les trucs à mettre en application. Donc, on va les repasser un à un. En fait, on va passer 5 facettes différentes sur lesquelles je vais pouvoir vous donner des trucs. Donc, si on regarde les facettes en question, avant tout, agir sur le sommeil. Je vous l'ai dit au début, ça c'est très important. Ça va avoir beaucoup d'impact. Apprendre à se connaître, un autre élément extrêmement important. Développer de la résilience. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est, comment on fait. Trouver des trucs qui nous conviennent. Parce que, gardez à l'idée que le stress, depuis le début de la conférence d'aujourd'hui, je vous l'explique, c'est unique à chaque personne. C'est nous qui déterminons ce qu'on trouve qui est stressant ou ce qui ne l'est pas. Donc, les trucs qu'on va vouloir appliquer nous-mêmes peuvent pour nous autres bien fonctionner et ne pas fonctionner pour quelqu'un d'autre. Donc, ce qui est important, c'est de trouver des trucs qui nous conviennent. Fait que je vais vous en nommer tout plein, en fait, là, ce qui va vous permettre d'avoir une meilleure idée de ce que vous pouvez essayer. Donc, c'est important d'en essayer tout simplement et de trouver ce qui nous convient. Utiliser des produits naturels de qualité au besoin. Je vais en parler aussi tout à l'heure, en fait, qu'est-ce qui peut être considéré, ce qui pourrait vous être bien utile. Entre autres, je vais vous parler de 3 des produits Vitali qui ont un gros impact dans la gestion du stress. Donc, les problèmes de sommeil. On dit que jusqu'à 80% des gens de 50 ans et plus vont avoir des problèmes de sommeil qui sont soit sporadiques ou permanents. Si les problèmes sont permanents, on va parler d'insomnie. Mais pour parler d'insomnie, c'est que généralement, c'est des gens qui ont au moins qui ont une fréquence au moins de 3 problématiques par semaine dans lesquelles ils ne seront pas capables de dormir. Donc, plusieurs critères, en fait, reliés à l'insomnie. D'avoir des problèmes une nuit, qu'on a mal dormi, ça arrive à la majorité des gens. Donc, c'est ce que je voulais tout simplement vous souligner ici. Les cas d'insomnie, c'est à peu près 30% de la population, et non pas 80%. Donc, il faut faire attention à la question de l'usage des somnifères. Puis là, comprenez-moi bien, en fait, là, il peut y avoir des usages justifiables des somnifères. Donc, les gens qui vont perdre des proches, qui vont vivre des situations extrêmement difficiles dans leur vie, c'est possible que pendant une certaine période de temps, ils aient à prendre des somnifères pour réussir à rétablir donc un certain sommeil, leur permettre de dormir, leur permettre de se reposer. Il faut essayer de le faire sur des périodes les plus courtes possibles, parce que l'usage prolongé va amener une augmentation des risques de chute et d'altération des fonctions psychomotrices, des troubles de la mémoire, donc entre autres, ça peut inclure de l'amnésie antérograde, des risques d'Alzheimer à divers degrés, des troubles de comportement, des inhibitions, entre autres, ou de l'altération de l'état de conscience. Et ça peut causer des chutes, bien sûr. Les chutes, on en parle beaucoup, surtout chez les gens vieillissants. 20% des fractures de la hanche vont se traduire par un décès, malheureusement. Ça peut être aussi une fracture à une jambe, un tibia. Donc, je l'ai vu chez une amie il n'y a pas longtemps, en fait, malheureusement. Donc, agir sur le sommeil. Ici, juste, on va prendre la problématique différemment. C'est que souvent, les gens vont vous donner beaucoup de recommandations sans vous expliquer pourquoi. En fait, on pourra avoir l'impact. Moi, je vais faire le contraire. On va regarder ensemble. Le sommeil est nécessaire pourquoi? Et pour chacune des facettes, qu'est-ce qu'on peut faire donc pour générer le besoin en question de dormir? Donc, le sommeil est nécessaire pour rétablir les réserves en neurotransmetteurs. J'en ai parlé au début. Si vous les avez épuisés, vous expliquez quoi faire. Imprégner la mémoire pour l'apprentissage. Si vous avez besoin d'apprendre. Réparer ou refaire les réserves d'énergie, si vous êtes actif. Et aussi, le cerveau va savoir quand c'est le temps de dormir si vous établissez une routine. Donc, les conseils qui viennent avec, en tant que tels, les activités exigeantes pour le cerveau, là, toutes les activités qui demandent la coordination de plusieurs systèmes. Donc, entre autres, toutes les activités physiques, parce que comme par exemple, si vous pédalez sur un vélo, vous avez besoin de synchronicité, en plus de garder l'équilibre, puis de gérer le champ de vision. C'est la même chose si vous jouez au tennis, c'est la même chose pour les jeux vidéo, c'est la même chose pour la danse. Et donc, toutes les activités qui amènent plusieurs besoins de coordination de plusieurs systèmes, ou encore aussi les activités sociales dues à la gestion des émotions. Vous avez probablement vécu dans votre vie tous des événements, des périodes de votre vie dans lesquelles vous aviez à gérer beaucoup d'émotions, puis pour vous rendre compte le soir que vous étiez complètement épuisé, ben c'est ça en fait, c'est que c'est épuisant pour le cerveau de gérer des émotions, c'est extrêmement difficile. Donc les activités sociales qui vont nous générer justement de la gestion des émotions vont permettre d'épuiser aussi les réserves en neurotransmetteurs.
Et bien sûr, donc, le cas de l'apprentissage que vous avez tout de suite en bas, qui ça aussi est une activité qui est difficile pour le cerveau. Donc ici, un élément intéressant, essayez d'apprendre. Continuez à toujours essayer d'apprendre. Et quand je parle de lire ce que vous désirez, apprendre, c'est le fait tout simplement de garder à l'esprit que si vous aimez lire, de lire avant de dormir ou de lire une période de temps durant la journée, quelque chose que vous désirez absolument apprendre, ça va vous amener, vous pouvez aussi essayer de faire le contraire, hein. Tout simplement vous dire que vous voulez absolument apprendre la chose en question, et ça va créer un épuisement au niveau des neurotransmetteurs, un besoin de dormir aussi pour aller imprégner l'apprentissage. Donc, refaire les réserves d'énergie si vous êtes actif. Donc là, c'est une question d'activité physique, d'essayer d'être actif tous les jours. La question de la routine, c'est au moins 1 heure avant de dormir, toujours respecter la même routine, établir une routine journalière. Et là, vous pouvez faire en sorte, hein, la routine journalière, là, ça aussi, c'est propre à tous et chacun, mais le cerveau, lui, va la reconnaître. Autrement dit, si vous prenez votre bain toujours à la même heure le soir, que vous aimez prendre un bain aux chandelles pour vous relaxer, ou encore que vous aimez vous asseoir, en fait, dans des vêtements très confortables, tout simplement en buvant une tisane, il suffit, en fait, que ce soit un élément que vous fassiez tout le temps, qui va faire en sorte que le cerveau va le reconnaître, et il va dire, oups, on s'apprête à aller dormir bientôt. Et lui, il va amorcer le processus. Donc ça va vous aider. Donc, ce n'est pas nécessairement important le type de routine en question, c'est plus le fait d'en avoir une et de la respecter tout le temps, y compris les fins de semaine et les périodes de vacances. Maintenant, les recommandations sur l'hygiène du sommeil. Donc, vous allez voir, on va reprendre certains éléments que je viens de mentionner, mais je voulais quand même les passer avec vous parce que le sommeil est tellement important dans la gestion du stress et de l'anxiété qu'il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Vous allez voir, j'ai fait des formations avec des médecins, entre autres, où j'en ai vu que durant l'énumération des 15 recommandations, il y en a qui ont fait oups, j'en ai au moins 3 ou 4 dans ça, il faudrait peut-être que. Donc, c'est intéressant justement de les reprendre, de les avoir à l'idée. Réservez au moins 1 heure avant. Donc, ici, ça, c'est la question justement de la routine reliée au sommeil. Donc, c'est une pause, c'est un congé où c'est plus question d'essayer de résoudre des problèmes. Il faut essayer de garder à l'idée, en fait, qu'il ne faut pas amener les problèmes avec nous autres pour dormir. Donc, j'ai vu une pensée dernièrement que j'ai trouvée qui était fort intéressante, qui disait justement qu'à chaque soir, on devrait amener avec nous un élément joyeux à lequel on tient à cœur et l'amener dormir avec nous. Donc, c'est une question justement de se mettre dans un autre état d'esprit et d'essayer justement de mettre toutes nos préoccupations de côté. Donc, remettez vos tâches, vos soucis, vos réflexions au lendemain. Et là, ça peut être une étape de relaxation. Ça dépend des gens. Il y en a qui vont trouver ça fort intéressant de faire de la relaxation ou de la méditation, mais même si c'est juste une question de la routine, ça va en fait aussi baisser le niveau d'activation physiologique. Gardez à l'idée que dans le sommeil, là, vous avez comme 3 grands systèmes au niveau du cerveau qui régulent 3 types d'affaires différentes. Vous avez le niveau d'activation que vous avez durant la journée. Autrement dit, c'est un système d'éveil. Hein? Et le système d'éveil, il faut le soir qu'il baisse graduellement pour faire place au système qui va nous permettre de nous endormir. Donc, vous avez le système d'éveil, vous avez le système d'endormissement et vous avez le système qui est relié aux histamines qui va vous garder endormi durant la nuit. Donc, malheureusement, ça, il y en a chez qui aussi, ça, c'est problématique. Donc, c'est une autre facette. Mais donc, il faut essayer de baisser le niveau d'activation physiologique pour permettre au système d'endormissement de rentrer en action. Développer un rituel, donc, avant d'aller au lit, je vous en ai parlé, ça va vous conditionner. Et il va s'associer dans votre esprit aussi à la fin des activités. Je vous ai parlé de la tisane, je vous ai parlé du bain chaud. La musique est une très bonne idée aussi. Puis ici, je vous souligne en fait que j'ai convaincu mon très bon ami Richard Abel, entre autres, de faire 2 albums qui ont sorti durant la pandémie, qui sont de la musique de relaxation, tout simplement, pour aider à s'endormir. Parce que mon fils, entre autres, écoute religieusement les albums de M. Abel. Ça fait, mon Dieu, 6 ans maintenant, en fait, qu'il écoute les albums. À tous les soirs, il écoute de la musique de Richard Abel au piano. Pour s'endormir. Lui, ça fait partie de son rituel, il adore ça. Donc, je trouve que c'est une très, très bonne idée. Puis, donc M. Adel a sorti 2 albums spécifiquement pour ça, que vous pouvez acheter via son site Internet en passant, sur Internet, richardabel.ca. Donc, les autres, allez au lit lorsque vous vous sentez somnolent.
Essayez de ne pas vous coucher ou vous lever trop tard la fin de semaine pour ne pas perturber votre rythme du sommeil. Je l'ai mentionné tout à l'heure, il faut essayer de garder les mêmes horaires de lever et de coucher. Réservez votre lit, en fait, réservez votre lit pour le sommeil et les activités sexuelles. Ce qu'on veut dire par là, entre autres, c'est que la télévision, travailler dans votre lit le soir, c'est pas une bonne idée, en fait. Donc, il faut essayer de réserver le lit pour seulement justement pour le sommeil. La télévision, il y en a qui sont habitués dans leur vie, en fait, à écouter un petit peu les nouvelles avant de se coucher, puis ça leur change les idées. Normalement, c'est un mauvais réflexe, parce qu'on risque de voir des choses aux nouvelles qui vont nous imprégner, justement, nous amener à être un peu plus stressés, à élever notre niveau d'éveil, parce qu'on est en réaction sur quelque chose qu'on a entendu. Et ça risque, en fait, de nous causer des problèmes, même si c'est très succinct, en fait, comme problématique. Euh, donc, c'est à faire attention. Il peut être bénéfique pour certains d'inclure un rituel du coucher, un peu de lecture ou de télévision. Donc, c'est ce que je mentionnais. Mais il faut faire attention, justement. Habituellement, la télé, c'est pas une bonne idée. Puis la lecture, vous devriez essayer de lire des choses que vous voulez apprendre, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc, le point 7, l'exercice physique régulier, ça aide, mais toujours, en fait, ici, on parle de pas d'exercice exigeant 3 heures avant le coucher. Techniquement, en fait, s'entraîner des exercices d'intensité, normalement, on essaie toujours de faire ça avant 3 heures d'après-midi, autant que possible. Mais ça ne veut pas dire, pourquoi que c'est marqué 3 heures, en fait, puis d'exercice exigeant, c'est que d'aller prendre une marche après souper, ça peut être une très, très bonne idée, justement. Ça peut même faire partie du rituel, ça peut faire partie du rituel de la soirée. Vous pouvez entretenir le même genre d'habitude. Éviter la caféine à partir de 3 heures d'après-midi. Ne pas manger lourdement. Il faut faire attention aussi au sucre raffiné aussi qui peut causer des problèmes de sommeil. La consommation d'alcool et la nicotine. La question d'alcool, il faut faire attention parce que on peut avoir l'impression que ça nous aide à dormir, mais vous allez mal dormir, et le lendemain, vous allez être poqué, vous allez être plus fatigué. Parce que votre sommeil n'a pas été réparateur. Parce que vous aviez trop pris d'alcool, vous n'avez pas eu un bon cycle de sommeil. Réduire l'intensité des écrans d'ordinateur, les tablettes, les téléphones en soirée. Donc, ça, c'est quelque chose qui est bien documenté maintenant. Ça va réduire la production de mélatonine, malheureusement, qui est l'hormone du sommeil, mais qui est reliée aussi au cycle circadien. Établissez un bon environnement de sommeil. Ça dépend des gens, en fait, là. La température, en tant que telle, est bien importante. La lumière aussi. Mais les animaux de compagnie, n'oubliez pas, là, les animaux de compagnie, des fois, là, le chat qui saute sur votre lit pendant la nuit, là, ça peut être suffisant pour vous sortir de la phase du sommeil qui était la plus réparatrice et que ça va peut-être en une demi-heure avant que vous soyez capable d'y revenir ou vous ne serez peut-être pas capable de la nuit d'y retourner. Et vous allez vous lever le lendemain matin plus fatigué, juste parce que lui, en fait, là, il vous a sorti de la petite période de temps qui était la plus dans laquelle vous auriez le mieux dormi, en fait. Il faut faire attention, justement, à des impacts de même qu'on pourrait penser qui ne sont pas significatifs, mais ils le sont, en fait. Il faut faire attention à ça. 13, essayez des techniques de relaxation. Il y en a chez qui ça fonctionne très bien, je l'ai mentionné tantôt. Il y en a chez qui ça ne fonctionne pas. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, comme moi, j'aime pas ça. Évitez les siestes en fin d'après-midi ou en soirée, jamais plus de 15 à 20 minutes. C'est bien important, ça, en passant. C'est que le système d'endormissement est attaché à une espèce de réserve en molécules au niveau du cerveau, que si on épuise une partie de la réserve en molécules durant la journée, ça risque de nous causer des problèmes à dormir le soir. Fait que là, il faut apprendre à se connaître. C'est sûr que pour ceux et celles qui ont besoin de la sieste de 15 à 20 minutes, c'est correct. Si vous en avez vraiment besoin et que ça ne nuit pas à votre sommeil le soir, c'est correct. Mais vous pouvez essayer aussi des journées de la sauter pour voir si la nuit, vous allez mieux dormir, vous allez dormir plus longtemps. Donc, ça peut être intéressant là, de le prendre en considération, d'essayer de ne pas faire la sieste. Mais si vous en faites, limitez-la à 15 à 20 minutes. Établissez un horaire régulier de lever. Donc, je l'ai mentionné tout à l'heure aussi. Donc, il faut la respecter. Maintenant, le deuxième point sur les trucs, apprendre à se connaître. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises tout à l'heure, hein, que les problèmes de stress, c'est personnel, ça dépend de chacune des personnes. Je vous invite en fait à acheter le livre de Sonia Lupin, la directrice du Centre de recherche sur le stress de l'Université de Montréal, Par amour du stress. Ça va vous apprendre à mieux vous connaître justement sur les problématiques de stress et ça va vous donner des outils reliés à votre stress à vous en tant que tel pour vous aider à déboulonner le processus. Donc, je vous le conseille fortement, c'est vraiment fort intéressant. Développer la résilience. Qu'est-ce que c'est la résilience? Ça fait appel à une façon de voir les choses. Et ça nous amène à nous enlever de la pression qu'on se met nous autres mêmes sur les épaules. Donc, il faut se rappeler qu'on est capable de s'adapter.
qu'on a déjà fait face à des difficultés dans le passé, vous les avez traversées avec succès. Donc, c'est de développer une certaine forme de confiance, en fait, envers vos capacités. Il faut essayer de réfléchir de façon calme mais proactive. Donc, autrement dit, il faut être orienté sur la solution. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on va y arriver. Qu'est-ce que je peux faire? Ça fait partie de la résilience. Tolérer l'incertitude. C'est normal de ne pas être sûr de ce qui va arriver. Ça fait 1 an et demi maintenant qu'on n'est pas sûr de ce qui va arriver. Donc, bon, regarde, c'est normal, ça n'a pas tué personne de ne pas être sûr de ce qui va arriver. C'est pas ça le problème en tant que tel. Encore pire même, c'est que ça crée beaucoup d'anticipation. On va se stresser parce qu'on n'est pas sûr de ce qui va arriver. Il faut apprendre à tolérer l'incertitude. Éviter les médias qui font que dramatiser la situation. On ne le dira jamais assez là, en passant, c'est pas une très bonne idée. Rappelez-vous que l'humanité a déjà traversé des situations difficiles par le passé. Et c'est vrai. On s'en est toujours très bien sorti. Donc, il faut développer la résilience. Maintenant, trouver des trucs qui nous conviennent. Ici, c'est des trucs en rafale. L'idée n'est pas d'essayer de toutes les appliquer, c'est plus d'en trouver là-dedans qu'on voudrait mettre en application. Donc, renforcer les liens sociaux, c'est très, très important. Et dans un contexte de stress chronique, on vit tous du stress chronique actuellement causé par la pandémie, le fait d'être extrêmement gentil, ça aide énormément. Je vous le dis, non, ça a l'air niaiseux, mais c'est vraiment un très, très bon truc. L'activité physique, ça va de soi. Ça, c'est l'activité physique, c'est mon préféré en tant que tel. Moi, la méditation, la relaxation, j'ai de la misère. Mais pour ceux et celles que ça les intéresse, j'ai inclus là-dedans la musique, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Les oméga-3 en aliments ou en supplément, c'est une très bonne idée. Faire attention à la caféine, je l'ai mentionné pour le sommeil tantôt, c'est vrai aussi pour le stress durant la journée. Réduire les sucres raffinés, augmenter votre consommation d'antioxydants, entre autres les fruits et légumes. Améliorer votre sommeil, donc l'hygiène de sommeil, je l'ai mentionné tout à l'heure, les trucs que je vous ai mis. Et les trucs pour le poids ou autres, en fait, parce qu'il y en a qui pourraient vouloir, en fait, avoir des trucs pour la question du poids corporel. Je ne les ai pas donnés ce soir. Je vous ai dit qu'il y avait un impact, mais je ne vous ai pas donné de trucs sur comment faire pour mieux gérer, parce que ça aurait été trop compliqué de joindre aussi des recommandations au niveau du poids corporel, de l'alimentation. Je vous invite à regarder le blog de Vitali, puis je vais vous le montrer, là. Puis par la suite, on va revenir à la question d'utiliser des suppléments de qualité aux besoins. C'est le 5e point, donc sur lequel on va terminer avant que je réponde à vos questions. Mais le blog de Vitali à vitali.ca regroupe plus de 25 collaborateurs maintenant. En fait, là, il y en a 24, mais il y en a plus que ça. Là, vous savez, la mienne, ma photo n'est même pas là. Donc, il y a 5 pharmaciens, 2 médecins, 2 psychologues, nutritionnistes, acupuncteurs, naturopathes, des docteurs en kinésiologie. Donc, on a vraiment une grappe de professionnels extrêmement intéressante qui écrivent sur le blog de Vitali dans le but de fournir de l'information de grande qualité. Vous avez un outil de recherche. Donc, pour la question du poids corporel, entre autres, là, vous pouvez, entre autres, regarder des textes sur la diète cétogène, sur le jeûne. C'est 2 outils très intéressants pour les gens qui veulent perdre du poids en tant que tel. Le jeûne peut être un outil même pour conserver le poids sans nécessairement vouloir en perdre, qui peut amener d'autres types de bénéfices santé. Donc, si ça vous intéresse, j'ai écrit 5 articles, entre autres spécifiquement sur le jeûne. On en a rajouté un bientôt, puis il y en a d'autres qui ont été écrits, qui étaient par d'autres collaborateurs du blog. Donc, je vous invite à en prendre connaissance. C'est une source d'information fort utile. Utiliser des produits de santé naturelle de qualité au besoin. Ici, je veux souligner avant tout que les produits de santé naturelle ne sont pas tous équivalents. La réglementation canadienne a des gros défauts, des grandes lacunes. Et il y a des grosses différences sur la qualité que vous allez retrouver dans le marché. Puis souvent, les ingrédients qui sont présents sont présents en très faible quantité, parce que souvent, c'est des ingrédients qui ne sont pas assez concentrés en tant que tels dans la quantité qui est utilisée. Mes produits Vitali ont été développés par moi-même avec 2 pharmaciens spécialisés dans le but de rendre disponibles des produits plus efficaces. Donc, c'est réellement plus efficace. Il y en a 12 au niveau des produits Vitali actuellement qui sont disponibles. Je vous l'annonce ce soir, on va en sortir 5 autres maintenant, très bientôt, qui ne seront pas dans la gamme Vitali en tant que tel. Ça va être une autre marque de commerce. Vous allez voir pourquoi ça s'en vient. Normalement, ça devrait être tout de suite disponible dans le marché au début de l'année 2022, mais c'est possible même qu'avant Noël, on en a certains qui fassent déjà leur apparition. Mais donc, ce soir, pour les produits spécifiquement pour le sommeil, les problèmes d'insomnie, l'anxiété, il y en a 3 qui sont particulièrement importants que je vais vous présenter en détail. La différence qu'on apporte au niveau des produits de Vitali, au niveau de la qualité en tant que telle, c'est l'usage, entre autres, d'ingrédients qui sont beaucoup plus concentrés, qui sont les ingrédients qui ont le plus de démonstrations scientifiques pour chacun des impacts de santé. Donc, autrement dit, on ne va pas prendre n'importe quel ingrédient pour une façade en question. On va prendre juste ceux-là qui sont nécessaires, ceux qui ont plus de démonstrations scientifiques. On va amener des ingrédients standardisés de plus grande qualité
qui ont donc des quantités d'éléments actifs qui sont mesurés, qui ont été évalués, et on va s'assurer d'avoir la dose efficace telle que démontrée dans la littérature scientifique. Et c'est fabriqué au Québec, hein, dans une usine que c'est licence de fabrication pharmaceutique. Donc, c'est vraiment la plus grande qualité que vous pouvez avoir sur le marché. Les 3 produits en question, c'est stress-anxiété, bien sûr, sommeil et énergie. Et vous allez voir énergie, en fait, pourquoi? C'est fort intéressant. Donc, pour le sommeil en particulier, vous avez 2 alternatives. Généralement, moi, je conseille à tout le monde d'essayer Vitali Sommeil en premier, parce que ceux et celles pour qui Vitali Sommeil fonctionne bien, ça va réellement être ce qu'il y a de plus efficace. Parce que ça va aider à toutes les facettes. Donc, ça va vous aider à la fois sur l'endormissement, à faire une nuit complète et avoir un sommeil plus profond, plus réparateur. Et lui, il doit toujours être pris avant de dormir parce qu'il contient de la mélatonine, donc il y a un impact sur le cycle circadien. Donc, il faut toujours le prendre avant de dormir, il ne faut pas le prendre au milieu de la nuit. Ça risquerait de causer une espèce de décalage horaire, si vous voulez. Et c'est des produits, les deux, en passant, gardez à l'idée que c'est des produits très concentrés. Habituellement, une seule capsule va suffire. Donc, il y a très peu de gens qui sont obligés d'en prendre 2. Il y a des gens qui vont en prendre 2, entre autres pour des cas de sevrage, donc de somnifères, de benzodiazépines, entre autres, dans le but de rétablir, en fait, un sommeil naturel le plus rapidement possible. Puis par la suite, normalement, ils vont même revenir à juste une seule capsule. Donc, il y a des gens qui vont préférer prendre stress et anxiété pour dormir. Dans les deux cas, en fait, c'est 30 à 60 minutes avant de dormir. Donc, il y a des gens qui préfèrent 30 minutes, il y a des gens qui préfèrent 1 heure. Il faut l'essayer, il faut voir la différence entre les deux. Ici, je vais vous donner un exemple intéressant. Un pharmacien qui est un administrateur, en fait, un ancien administrateur de l'AQPP, l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, qui m'a dit que je pouvais le mentionner, en fait, là, que, il s'appelle Jean-François Desgagnés, c'est un propriétaire du Brunet Trois-Pistoles. Jean-François répond très bien aux deux, puis il préfère prendre stress-anxiété pour dormir. Moi-même, je réponds très bien aux deux, puis je préfère prendre sommeil pour dormir. Donc, c'est possible qu'il y ait une question de préférence, là. Et là, stress-anxiété, lui, peut être pris durant la nuit. Pourquoi je le mentionne? C'est que c'est possible aussi qu'il y ait des gens qui se réveillent en plein milieu de la nuit, qui sont pas capables de se rendormir. Une chose que vous pouvez faire, c'est prendre une capsule de stress-anxiété, vous levez. Je conseille aux gens qui ne sont pas capables de se rendormir au milieu de la nuit, qui sont réveillés, levez-vous pendant 20 minutes, une demi-heure. Ça va donner le temps à la capsule de faire effet de toute façon. Et c'est une bonne habitude à prendre. De toute façon, vous marchez dans la maison, vous prenez un verre de lait, un verre d'eau, vous laissez passer 20-30 minutes, puis vous retournez vous coucher, tout simplement. Essayez de ne pas utiliser les écrans, la luminosité, ça, c'est pas une bonne idée. Mais au moins de vous lever et de retourner vous coucher par la suite, normalement, ça fonctionne bien. Fait que lui, il peut être pris durant la nuit au besoin. C'est une chose que vous pouvez essayer. Durant le jour, vous avez 2 alternatives. Donc, Vitali Énergie, vous allez dire, ouais, mais l'énergie, si on est stressé, en fait, c'est que Vitali Énergie contient aussi de la rhodiol, qui a un gros impact sur les capacités de concentration, la fatigue intellectuelle, la sensation de faiblesse. Et c'est une très grosse dose en passant de la rhodiol. Et là, ici, de la même façon, retenez aussi que c'est des produits très concentrés. Habituellement, une seule capsule suffit. Mais ces 2 produits-là aussi, c'est possible de prendre 2 capsules si c'est nécessaire. Donc, généralement, Vitali Énergie aussi, les gens vont prendre juste une capsule, soit le matin ou soit le midi, pour améliorer la concentration, la vigueur intellectuelle, mais en même temps, ça va aider à mieux gérer le stress chronique, à réduire son impact en tant que tel sur notre état d'esprit, dont entre autres la déprime et les effets négatifs du stress chronique. Donc, ça peut être un outil intéressant, très pertinent. Ça va avoir un impact sur le stress qui est moins important que Vitali Stress et Anxiété, mais qui est quand même là. Donc, c'est un autre outil, une autre alternative que j'attacherais habituellement plus justement aux besoins de concentration, de vigueur intellectuelle ou à la déprime en tant que telle. Tu sais, comme la déprime saisonnière, ben, Vitali Énergie, c'est une très bonne idée. Et durant le jour, stress-anxiété peut être pris durant le jour. Normalement, si vous dormez bien, il ne devrait pas causer de somnolence. Fait que faites quand même attention lors des premiers essais. J'ai très rarement eu des cas de gens qui m'ont rapporté de la somnolence. Mais bon, ça peut arriver parce qu'il y a des gens qui peuvent être plus sensibles que d'autres aux produits pour le stress et l'anxiété. Donc, c'est extrêmement rare. Normalement, ça ne causera pas de somnolence en tant que tel. Mais ça peut être utilisé durant le jour. Vous n'êtes pas obligé d'en prendre tout le temps. Donc, c'est réellement très, très intéressant. C'est que vous pouvez le prendre au besoin. Il va agir en 30 à 40 minutes. Donc, je connais beaucoup de gens qui traînent tout simplement la bouteille ou qui laissent la bouteille disponible dans leur bureau. Ceci dit, en conclusion, avant de me permettre de répondre à vos questions, donc, vous comprenez que le stress, c'est avant tout une question de point de vue.
Et c'est notre point de vue, c'est notre cerveau là, qui gère, en fait, qui génère les situations de stress ou l'anticipation reliée à l'anxiété. Donc, qui va faciliter la prise de poids tout en augmentant l'appétit et en développant le sentiment de récompense. Ça, quand on le sait, là, on peut être capable aussi d'agir là-dessus. On peut être capable de comprendre que le réflexe que j'aurais de manger est relié à la récompense le sentiment de récompense que ça m'apporte. Et automatiquement, si vous y pensez, ça va baisser son impact, en fait. Ça va vous aider à peut-être mieux l'éviter ou à le compenser différemment. C'est que le réflexe de manger, vous pouvez manger du céleri, en fait, à la place. Vous pouvez grignoter des fruits crus, des légumes crus, en fait, avec des trempettes en soirée. Ça peut être une bonne idée hein, pour passer la période, ou encore une poignée de noix. Les noix sont extrêmement bonnes pour la santé et ça peut peut-être combler le même type là, de besoin de manger un petit quelque chose là, qui va vous amener aussi un effet de récompense. Il faut apprendre à se connaître, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, améliorer son sommeil en premier, développer la résilience, comme je l'ai mentionné, trouver des trucs qui nous conviennent et utiliser les produits de santé naturels de qualité. Donc, Vitali est là pour ça en tant que tel. Et je vais bien sûr, comme je vous ai mentionné, rester disponible pour répondre à vos questions. Ici, c'est je laisse les références quelques instants. Donc, merci à tous. Bien sûr, les 4 livres, comme je l'ai mentionné, sont disponibles soit sur mon site Internet ou sur le site de Vitali à vitali.ca.